Border States est un jeu de Stéphane Brachet. Il a été illustré par Nicolas Roblin et il est édité par Chacos. C'est un jeu pour 2 personnes, un jeu de duel et d'affrontement pur qui retrace, comme on l'a vu, la guerre de sécession entre les deux camps, entre l'Union et les Confédérés. La mise en place se fait de cette manière. Chaque camp va récupérer sa piste de recrutement, 10 pavés généraux, l'intégralité de ces cartes qui représentent son président ainsi que différents personnages qui ont des capacités spéciales que l'on détaillera tout à l'heure. Une fois que c'est fait, on mélange les différentes cartes et on laisse en fait la dernière qu'on va remettre dans la boîte, ce qui va apporter une certaine asymétrie entre les différents camps, puisque chacun a les mêmes capacités, mais du coup, personne ne sait quelle est la carte qui a été retirée, donc personne ne sait précisément ce que va pouvoir faire l'adversaire ou pas. Ensuite, on place les différents marqueurs qui représentent l'influence que l'on va avoir auprès des différents États, tels que le Delaware, donc le Maryland, la Virginie occidentale, le Kentucky et le Missouri. On va en déplacer 2 du Delaware du côté confédéré et 2 du Missouri du côté de l'Union. Une fois que ceci est fait, on place sur le côté les 2 pavés qui sont ici, qui représentent le pavé Bible et le pavé canon, qu'on utilisera grâce aux capacités de personnages qu'on détaillera tout à l'heure. On va placer ensuite le marqueur de manche qui représente les différentes années pendant lesquelles ce conflit a duré sur 1861, qui représente donc la première année où on va pouvoir jouer. Puis, on jette le pavé initiative pour savoir, en cas d'égalité, qui pourra se placer en premier lors de la phase de placement des généraux. Puisque, comme je viens de le dire, le jeu est divisé en 5 manches, chacune de ces manches est composée de 4 phases et il y a 3 manières de remporter la victoire. Soit on arrive au bout des 5 manches, auquel cas on effectue un décompte final, on compte les points, donc je le détaillerai à la fin de la vidéo, ou alors avant n'importe quelle fin de manche, lors de l'étape numéro 3, lors de la phase 3 du jeu, il y a 2 manières de l'emporter, soit en ayant réussi à ramener dans notre zone de contrôle, qui est cette zone ici, un jeton de 4 couleurs différentes, de 4 états différents, de cette manière-là, là je remporte la victoire, ou alors il suffit d'en avoir un total de 5, quelles que soient les couleurs. Par exemple, de cette manière-là, les 2 camps peuvent prétendre à la victoire. Si cette situation venait à se présenter lors de la même manche, les 2 camps prétendent à la victoire, on est obligé à ce moment-là d'aller jusqu'à la 5e manche et de faire un compte final des points. Sinon, ça se joue à la majorité. 4 jetons de couleurs différentes ou 5 jetons, quelles que soient les couleurs, lors de la 3e étape du jeu. Une fois qu'on a donc terminé la mise en place et que l'on sait déjà quelles sont les conditions de victoire pour remporter la partie, on peut passer à la première manche. Mais avant cela, il y a encore une dernière étape à faire, que j'ai oublié, c'est de prendre chacun de nos pavés généraux, on en a 10 chacun, qui ont exactement les mêmes valeurs et les mêmes capacités pour les 2 camps. On va donc les prendre et les retourner face cachée. On va les mélanger de manière à ne pas savoir où est-ce qu'ils sont placés. On en prendra 4 qu'on va garder devant nous, donc face cachée de l'adversaire. Mais nous, il faut qu'on puisse les consulter, donc on doit les mettre à la verticale. Et si je les laisse à la verticale, vous y verrez rien, donc je vais les mettre pour la vidéo à plat. Mais bien entendu, il faut toujours les cacher de notre adversaire. Puis, on va prendre les 6 autres qui nous restent et les placer un par un, de gauche à droite. Alors, normalement à la verticale aussi, toujours pour garder le secret. Mais on va les placer de cette manière-là, sans regarder à l'avance quels sont les pavés, ni leur valeur, pour pouvoir les jouer. Voilà, de cette manière-là. Une fois que ceci est fait, on va aussi prendre les différentes cartes de bataille, on va les mélanger. Une fois qu'elles sont mélangées, on en retire 2 que l'on va remettre dans la boîte. Ces batailles ne seront pas accessibles et on garde la pioche de bataille disponible. Et on passe immédiatement donc à la phase 1, la phase de préparation. Lors de cette phase, justement, on va préparer les différentes batailles. Donc on va piocher une carte bataille
par bataille disponible, donc un total de 3. Les batailles sont représentées ici. Elles ont chacune un chiffre, 1, 2 et 3. Et on va retrouver ce même chiffre sur nos pavés généraux. Je vais détailler ça dans un instant. Une fois que ceci est fait, on regarde, il y a des cartes qui n'ont aucune valeur inscrites en haut à droite, des cartes qui ont une valeur 1 et des cartes qui ont une valeur 2. Cela indique le nombre de cubes qui sont dans ce sachet que l'on va placer sur chacune de ces batailles. De base, on en placera toujours 2, plus le nombre indiqué en haut à droite. Donc sur celle où il n'y a pas de chiffre, forcément on n'en placera que 2. Ici on va en placer 3 et ici on va en placer 4. Donc on les pioche sans regarder bien entendu. On le fait de manière aléatoire, à l'aveugle. On en place 4 donc sur celles qui ont un total de 2 plus les 2 de base. 3 pour la seconde bataille et donc 2 pour la dernière. Voilà, de cette manière-là. On est prêt, la phase de préparation est terminée, on peut remettre le sachet de côté jusqu'à la prochaine phase de préparation. Une fois que c'est fait, on peut passer à la phase 2. La phase 2 qui est donc la phase des combats. C'est la phase la plus importante du jeu, celle où il va falloir être le plus stratège, le plus malin, celle où il va falloir deviner aussi les intentions de notre adversaire. Début de la phase 2, sachant que chacune de ces phases se déroule en 3 manches où on va placer nos pions généraux qui sont ici. On commence par recruter un nouveau général depuis notre file d'attente. Donc on choisit un de ceux qui sont aux extrémités, à gauche ou à droite. Une fois par partie, on peut utiliser la capacité de notre président, qui est la même pour les deux camps, qui va nous permettre de recruter un général n'importe où, sans se soucier de ces extrémités-là. En imaginant que je sois plus intéressé par l'un de ces 4-là, sur la première manche, je peux tout de suite décider de mettre ma carte face cachée. Celle-ci reste toujours face cachée aussi, pour que notre adversaire ne sache pas quels sont les personnages que nous avons. Je joue cette carte-là et je peux aller recruter n'importe quel pion, par exemple celui-ci, si je le souhaitais. Voilà, ça, c'est de cette manière-là qu'on va recruter, donc soit à gauche, soit à droite, et une fois par partie, en utilisant la capacité de notre président, de le faire de cette manière-là, d'aller chercher n'importe où dans le jeu. Une fois que chacun a décidé du pion qu'il allait recruter pour cette manche, on passe au recrutement en lui-même. Parmi les 5 généraux que nous avons devant nous, on en sélectionne 2. Un que l'on va laisser face cachée. Le deuxième, on va le placer temporairement face cachée, jusqu'à ce que notre adversaire ait fait son choix lui aussi. Imaginons que mon adversaire décide de jouer celui-ci face cachée, celui-ci. Voilà. Une fois qu'on s'est mis d'accord, que tout le monde a choisi, on révèle nos 2 généraux et on regarde qui va se placer en premier. La règle de placement est que c'est le camp qui a le pion général de la valeur la plus faible. Donc là, on est à 3 pour Jefferson Davis et 2 pour Abraham Lincoln. C'est donc Lincoln qui se placera en premier. En cas d'égalité, en cas où les 2 camps aient décidé de jouer la même valeur de pion, c'est pour ça qu'il faut bien les garder face cachée pour éviter de savoir ce que va jouer son adversaire jusqu'au dernier moment, c'est celui qui a le marqueur d'initiative qui va débuter. Donc là, en l'occurrence, ce serait Jefferson Davis qui va se placer en premier. Et une fois que ça a été validé, on retourne pour que lors de la prochaine égalité, ce soit cette fois-ci Abraham Lincoln qui se place en premier. Donc en imaginant, il y a une égalité, mais à quoi correspondent ces différents chiffres? Parce que pour savoir comment choisir, il faut savoir à quoi correspondent ces chiffres. Ces chiffres correspondent aux différentes batailles qui sont accessibles à chacune des généraux. Ces chiffres vont de 0 pour ce pion que l'on appelle le pion embuscade. Ensuite, il y a 1, 2 et 3. Il y a plusieurs pions de valeur 1, plusieurs pions de valeur 2 et un seul pion de valeur 3, ainsi qu'un de valeur 0. Et il y en a même un spécial qui est de valeur -2. On y reviendra tout à l'heure. Pour le moment, cela indique aussi les batailles qui sont accessibles à mes généraux. Ici, la bataille 1 et 2. Ici, uniquement la bataille 2. Et ici, pour le jeton 3, il a accès aux 3 batailles. Il y a le pion siège qui est régi par des règles un peu différentes. Je les expliquerai lorsqu'on se placera, mais bien qu'il ait accès aux 3 batailles, il ne peut se placer que sur l'une d'entre elles. Voilà, donc une fois que l'on sait tout ça, on sait aussi que, il faut savoir aussi plutôt, que
le jeton -2 n'a aucune bataille qui lui sont accessibles. Il ne doit donc jamais être révélé face visible. On ne peut pas le mettre de cette manière-là. Ou alors, si on le fait par mégarde, on va être obligé de révéler le deuxième pion. Et là, on met fin au suspense. L'adversaire sait à peu près ce que l'on veut faire. Il y a aussi une autre exception qui est avec le pion embuscade qui, lui, a une indication qui me dit qu'en fait, il va copier les batailles accessibles à mon adversaire. Si j'avais révélé celui-ci, que je l'avais mis face visible de cette manière-là, je copierais les batailles du général en face, qui sont par exemple les batailles 2 et 3, et j'irai me placer à cet endroit-là. Mais le pion embuscade a aussi une autre utilité, qui sera expliquée un peu plus tard. Donc reprenons notre exemple de tout à l'heure. Hop, Davis a joué un général de valeur 3, Lincoln a joué un général de valeur 1, on fait de cette manière-là, on est à la première manche. Pour se placer maintenant, les règles de placement sont très simples. Nous avons deux pions, les deux vont devoir être placés. On peut les placer dans l'ordre qu'on veut, je peux placer mon pion face visible en premier, ou celui face caché en premier, cela n'a pas d'importance. Ce qu'il est important de savoir, c'est que quand j'ai accès à deux batailles, la bataille 1 et 3, par exemple ici, je peux me placer soit sur deux batailles différentes, de cette manière-là, soit sur la même bataille et sur le même front, puisque chacune des lignes ici représente un front de la bataille, il y a donc deux fronts par bataille, ou alors je peux les placer sur deux fronts différents. Par contre, je suis toujours obligé de me placer au plus près de la flèche, donc le plus à droite possible si je suis du côté de Lincoln. Il faut que je me place de cette manière, le plus à droite possible. De cette manière, de celle-ci, ou encore comme cela ou cela. Que j'utilise le front du haut ou le front du bas n'a pas d'importance dans un premier temps. Les fronts sont importants lors de la phase de résolution, mais pour le moment, on se place de la manière que l'on veut. Imaginons que je vais me placer de cette manière-là. Maintenant, c'est au tour de Davis de faire la même chose. Il peut consulter à tout moment le pion qu'il a mis face cachée, mais ne doit jamais le révéler à son adversaire. Donc, Davis va se placer ici, et décide de placer son jeton, alors je le fais voir à l'avance, mais son jeton embuscade, il va décider de le placer sur ce front-là, de cette manière-là. Une fois que ceci est fait, si j'oublie de recruter, on recommence un nouveau tour de recrutement. Donc à nouveau, on choisit un de ceux qui sont aux extrémités de notre piste de recrutement, et ensuite, on va recommencer à choisir celui que l'on veut placer. Par exemple, voilà, je peux faire ça, et mon adversaire décide de jouer de cette manière. Voilà, donc on les laisse, je répète, on les laisse face cachée de cette manière-là, puis on les révèle une fois que les deux se sont mis d'accord finalement, à partir du moment où les deux ont choisi, on les révèle. L'initiative étant de 2 pour Davis et de 1 pour Lincoln, c'est Lincoln qui va se placer. Mais ayant choisi un général de niveau 1, il ne peut se placer que sur la bataille numéro 3. Même si en dessous, il a choisi le pavé numéro 3 qui lui permettrait d'accéder à n'importe quelle bataille, mais il doit se plier aux règles de placement de celui-ci. Alors, pour en revenir aux spécificités de tout à l'heure, en imaginant que j'ai choisi mon pavé siège, dont je parlais, je peux me placer sur les 3 batailles, mais ce qu'il est très important de se souvenir, c'est que il peut se placer sur une seule d'entre elles. Il a accès aux 3, mais ne peut se placer que sur une de ces batailles, ce qui signifie que le second pion devra se placer sur la même bataille que le pavé numéro 1. Si je décide d'aller me placer sur la bataille numéro 2, mon deuxième devra obligatoirement aller sur la bataille numéro 2. Donc soit sur le front supérieur, soit sur le front inférieur. Cela n'a pas d'importance. Mais quoi qu'il en soit, ici, je vais donc placer au même endroit avec le pavé siège, même s'il a accès aux 3 batailles. C'est différent de ceux-là qui ont accès à une seule bataille, et là les choses sont claires, mais là comme on voit les 3 batailles possibles, parfois on peut confondre et se dire je vais en placer un sur le 2 et un sur le 1 par exemple, ça c'est interdit. Je dois le placer au même endroit, sur la même bataille, pas forcément sur le même front, mais sur la même bataille que le pion siège. Puis, c'est au tour de Davis de faire pareil. Il se dit, je vais me placer celui-ci ici, et celui-là, je vais le mettre ici. Et à tout moment, au moment où on pose, enfin à tout moment,
quand c'est notre tour et au moment où on pose notre jeton, notre pavé, on peut jouer une de nos cartes personnages qui sont ici pour jouer les différentes capacités. Alors les capacités, eh ben, on va les détailler tout de suite. Ces différentes capacités sont par exemple, quand on a ce logo là, je vais pouvoir prendre le pion canon et le placer sur une des batailles. Alors à quoi est-ce que cela sert? Ce pion canon a un petit logo marqué +1. Il augmentera la puissance de la bataille de 1, mais par contre il est neutre, il n'appartient à aucune couleur. Donc même si c'est moi qui joue cette carte là, ce pion canon ne m'appartient pas. Il augmente juste la valeur d'une bataille de 1, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important d'avoir des valeurs de bataille positives. Imaginons que je décide de le poser, je vais le placer sur un emplacement disponible. Il faut qu'il y ait un emplacement disponible, c'est-à-dire que je ne pourrais pas le placer ici, il n'y a pas d'emplacement disponible pour placer un pavé, donc je pourrais le placer ici par exemple pour augmenter l'intensité de la bataille ici. Augmenter la valeur de la bataille, pardon, pas l'intensité. Puis nous avons cette capacité-là, cette carte-là, qui nous dit que je vais pouvoir placer le pion Bible sur un de mes généraux. Alors à quoi est-ce que cela sert d'avoir un pion Bible sur un général? Ça va éviter qu'il ne soit victime d'une embuscade. Si on a un doute et qu'on se dit que peut-être notre adversaire a placé une embuscade, je peux décider au moment où je pose mon pavé, donc là je le fais un peu à retardement, mais en imaginant que tout à l'heure je décide sur la prochaine phase de recrutement, je vais faire une phase de recrutement rapide, justement je vais utiliser mon jeton d'embuscade, par exemple, je décide de faire comme ceci, voilà. Mon adversaire, lui, recrute, décide de faire comme ceci. Voilà, donc là, je me place en premier puisque j'ai une valeur 1. Je me mets sur les batailles 3, sur la bataille 3, et je peux décider de jouer mon jeton Bible pour protéger ce jeton d'une embuscade. En imaginant que mon adversaire, si je me dis qu'il a peut-être placé une embuscade ici, pour éliminer ce général-là, j'expliquerai tout à l'heure, mais voilà, ça permettra d'éliminer un général, je protège celui-ci, en tout cas, d'une potentielle élimination grâce au jeton embuscade. On a ensuite cette capacité-là, qui va nous permettre de révéler face visible un pion qui est face cachée d'un adversaire. Si j'ai un doute, je peux décider de révéler celui-ci sur mon adversaire, et je me rends compte que l'embuscade de mon adversaire n'était pas là-haut, mais elle était ici, donc je sais que ce jeton-là se fera éliminer. J'y reviendrai quand on parlera des différentes résolutions. Ensuite, on a ce jeton-là qui indique que je vais pouvoir changer les batailles qui sont accessibles à un de mes pions. Si je décidais de placer celui-ci, par exemple, il n'a accès qu'aux batailles 1 et 3. Et là, par exemple, la bataille 3 ne m'intéresse plus, la bataille 1 non plus, par exemple. Je peux décider de jouer cette carte-là pour dire je change la bataille et je lui donne l'accès à la bataille numéro 2. Ce qui me permet de venir me placer de cette manière-là, par exemple. Et enfin, le dernier, ici, me permet de rajouter un pavé à un endroit où il n'y a plus de place. Dans la configuration actuelle, on ne peut plus se placer ici, on ne peut plus se placer ici non plus. Grâce à cette carte-là, je pourrais rajouter, là il n'y a plus de possibilité, mais en imaginant, je pourrais rajouter un de mes pavés, donc face visible ou face cachée, à un endroit où il n'y a plus d'emplacement. Attention par contre, on ne peut pas en rajouter un second. Si moi je joue cette carte-là et que mon adversaire en fait autant, joue la même carte que moi, il ne peut pas venir placer un de ces pavés ici. C'est un pavé maximum supplémentaire par ligne, par front. Voilà. Une fois que ceci est fait, voilà, on se retrouve comme cela, on passe à la phase 3. La phase 3 qui est donc la phase de résolution. En commençant par... Donc je l'ai révélé grâce à mon effet de carte, voilà. En commençant par la bataille numéro 1, on va faire la somme de tous les fronts qui sont disponibles. On commence par résoudre les effets potentiels d'un pion embuscade. Alors, comment ça se passe? Un pion embuscade doit toujours éliminer un général qui soit situé sur sa gauche, sur sa droite, ou au-dessus de lui s'il ne peut pas le faire sur sa gauche ou sur sa droite, ou s'il ne veut pas le faire sur sa gauche ou sur sa droite. Donc de cette manière-là, on retire le pavé éliminé. Par exemple, mon pavé est éliminé. Puis on regarde
s'il y a un front gagnant par rapport à l'autre. Comment est-ce qu'on détermine si un front est gagnant par rapport à l'autre? Il faut que la somme inscrite soit supérieure à 0. Là, par exemple, s'il n'y avait pas eu le pion canon, la bataille était ce qu'on appelle neutralisée, puisque le front, il n'y a pas de front gagnant, puisque là on est à 0, et ici il n'y a pas de participant. La bataille est neutralisée. En cas de neutralisation, on va retirer tous les cubes qui sont là et les remettre dans la boîte. Ils ne seront pas gagnés par qui que ce soit. Mais ici, comme le pion canon a été placé, la somme est placée à 1. On est à 1 de valeur ici. Donc c'est Jefferson Davis qui l'emporte. Comme il n'y a pas de Jefferson Davis est considéré comme vainqueur. Comme il n'y a pas de vaincu, puisqu'il n'y a pas de pion de la couleur de Lincoln sur ce front, Davis va prendre tous les cubes et les placer immédiatement dans les zones respectives, dans leurs zones respectives, ce qui va permettre de suivre un petit peu l'avancée de l'adversaire et de savoir quel jeton on va prendre ou pas. Puis on recommence sur la bataille numéro 2. On retourne tous les pions qui sont face cachée, de cette manière-là, et on fait la somme totale. Donc là, par exemple, il y a un total de 5, et en bas, il y a un total de 7. C'est donc le front du bas qui l'emporte. Maintenant, on regarde qui a la plus forte valeur. C'est Davis à nouveau, qui a 4 contre 3 pour Lincoln. À ce moment-là, sur une bataille, en fonction des batailles, donc dans une bataille de niveau où il y a 4 jetons de cette manière-là, en cas de victoire partielle, où il y a un vaincu quand même, le gagnant sélectionne donc 3 cubes qu'il conservera et il en donnera un à son adversaire. Dans un cas comme celui-ci, sur une bataille de niveau 3, comme on voit là, hop, il y a 3 cubes, de la même manière, il va en conserver 2 et il donnera l'autre au vaincu. Puis, on va révéler la dernière bataille. Voilà. Et on applique les effets. Alors, dans un cas comme celui-ci, on commence par l'embuscade à nouveau. Donc moi, j'étais protégé de l'embuscade. Je remets le pavé, on les remet sur le côté, ils ne sont plus utilisés. J'élimine le pavé sur le front d'en face. Mais attention, parce que ça peut se retourner contre nous. Si le placement avait été inversé, de cette manière-là, j'aurais été obligé d'éliminer un de mes propres généraux. Donc attention à bien placer votre pavé embuscade au bon endroit pour éviter qu'il se retourne contre nous. Dans un tel cas, on commence par donc l'embuscade. Comme je le disais, on était comme cela. Donc là, l'embuscade, je décide d'éliminer ce général-là, je le mets sur le côté. Ensuite, on fait une fois de plus la somme. Donc là, il y a un front à moins 2, et ici, un front à une valeur de 1. Donc ce front-là est le front gagnant. Comme je suis le seul à avoir des généraux dessus, je remporte l'intégralité des cubes. Il y a quelques cas particuliers que je vais détailler ici. Si 2 embuscades se situent sur la même ligne, on les résout de gauche à droite. Donc, en reprenant cet exemple-là, si on avait réussi à se placer de cette manière-là, j'éliminais le général adverse, puis mon adversaire éliminait mon général. On se retrouvait avec une bataille neutralisée à nouveau, puisqu'il n'y a que 2 jetons embuscade qui restent d'une valeur de 0. Mais si les 2 jetons embuscade sont placés de cette manière-là, sur 2 fronts opposés l'un en face de l'autre, les 2 se neutralisent, s'éliminent mutuellement et il ne se passe rien. Ils n'éliminent aucun autre généraux qui sont placés à côté. Donc en reprenant cet exemple, si on avait été de cette manière-là, on commençait par neutraliser les 2 batailles ici, les 2 embuscades ici, pardon, et voilà, là on se retrouvait encore une fois avec un front à moins 2 et un front à 2. Attention aussi, le petit piège du moins 2, c'est que s'il est placé sur cette ligne-là, je diminue la valeur de mes généraux. Et même en cas où il soit placé ailleurs, de cette manière-là, ici ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas 2 plus 1 moins 2, enfin si, c'est comme ça qu'on va calculer, mais à la fin, si c'est ce front-là qui venait à l'emporter, par exemple, c'est la valeur de mes généraux. Donc je me retrouverai avec une valeur de moins 1, et il n'y aurait qu'une victoire, voilà, en imaginant qu'on soit comme ça, il y aurait une victoire ici,
Pour les rouges, je ne diminue pas la valeur de mon adversaire, ça diminue la valeur de mes jetons à moi. Donc lui aussi, il faut bien le placer au bon endroit pour éviter que ça se retourne contre nous. Ça pourrait nous jouer des tours. Une fois qu'on a résolu les batailles, qu'on a éliminé les pions embuscades, ou les pions qui ont été éliminés par les embuscades, de cette manière-là par exemple, on va passer à la phase où on va marquer des points et faire basculer, enfin, marquer des points peut-être, mais surtout faire basculer les états de notre côté. Lors de cette étape que nous allons pouvoir savoir qui va l'emporter. On commence par l'état de notre choix, et on fait la différence entre le nombre de cubes de chaque participant. Par exemple ici, Lincoln a 2 cubes pour le Delaware, alors que Davis n'en a qu'un. Donc Lincoln va pouvoir déplacer un morceau d'état, un de ses jetons de cet état, dans son camp, ou ramener un de ceux qui sont chez l'adversaire au milieu. Il pourrait décider donc de faire ceci, ou de faire cela. À partir du moment où on arriverait à sécuriser complètement ce qui va se passer ici, je vais le détailler tout à l'heure donc. Une fois que c'est fait, qu'il a décidé ce qu'il faisait, on défausse les cubes pour dire que ça y est, cette phase est résolue. Ici donc on recommence, il en choisit un, on défausse, ici il en prend un, on défausse, ici par exemple il y en a 3. Donc 2 possibilités s'offrent à Davis. Soit il en prend 3 qu'il ramène dans sa zone, soit il peut très bien décider de faire 1, 2, celui-ci est dans sa zone de contrôle, il est définitivement sécurisé, et ensuite faire 3, de cette manière-là. Et ensuite, il pourrait très bien faire ça. Voilà. Une fois qu'on a terminé cette phase 3, cette phase de résolution, on va pouvoir passer à la phase 4, mais avant de passer à la phase 4, qui est la phase de fin de manche, mais avant de passer à cette phase, il faut savoir quelque chose, c'est que à partir du moment où il y a par exemple, j'ai obtenu 2 jetons et mon adversaire en a 2 aussi, ici il n'y en a plus, lorsqu'on repassera en phase de préparation, la première phase du jeu, si on pioche des cubes de la couleur des 2 états, de cet état qui est séparé là, eh bien on les défausse immédiatement, puisque on ne peut plus prendre le contrôle de cet état, il est déjà contrôlé. Alors c'est valable, là je l'ai fait de manière équitable, mais ça pourrait être 3 et 1, ou 4, les 4 étant du même côté, c'est tout à fait possible. Mais en cas où il n'y en ait plus à déplacer, on ne pourra plus piocher de cubes de cette couleur-là. Si on en pioche, on les mettra de côté. Une fois qu'on termine, qu'on arrive à la phase 4, qui est la phase donc de fin de manche, c'est là où on regarde s'il y a une victoire qui est déclarée ou pas. Tout simplement, on va regarder là par exemple, on serait à 3, ici à 2, pas de victoire, donc on passe à la manche suivante. La manche suivante, on passe une année supplémentaire, et on est prêt, on récupère donc à ce moment-là tous nos jetons. Alors comment ça se passe justement? La nouvelle manche se passe de cette manière-là, chaque camp récupère chacun de ses pavés, qui ont été joués à la manche précédente. On défausse les 3 cartes de bataille qui ont été jouées, on peut les remettre dans la boîte, elles ne seront plus utilisées. On va récupérer les 3 pavés qui nous restaient sur notre fil de recrutement, et on recommence à mélanger nos pavés face cachée, les 6 qui nous restent, on va les mettre face cachée, et à nouveau on va faire de gauche à droite comme lors de la précédente manche. Si on arrive comme ceci jusqu'à la fin et qu'il n'y a pas de vainqueur, qu'il n'y a aucun camp qui a réussi à avoir 5 jetons au total ou 4 de la même couleur, on va procéder à un décompte des points. Pour le décompte des points, alors imaginons qu'on soit à peu près comme ceci, voilà. C'est pas très compliqué, mais il faut savoir comment ça fonctionne. C'est très simple, on compte combien il y a de marqueurs dans notre zone de jeu, que ce soit dans notre zone de contrôle ou dans la zone qui est ici. Donc là, dans un tel cas, on serait à 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour Lincoln, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour Davis. C'est donc Davis qui remporterait la bataille. En cas d'égalité, imaginons qu'il y ait 6 points de chaque côté, dans chaque camp, ce sera au nombre de cartes
qui n'auront pas été jouées, le nombre de cartes restantes, puisque quand on joue une carte, on la retire du jeu, elle n'est plus jouable, elle n'est plus disponible. On compte combien est-ce qu'il y a de cartes qui n'ont pas été jouées, donc celles qui restent, soit le président face visible, soit les autres que nous n'avons pas utilisées, qui seront face cachée de cette manière-là. Et si l'égalité persiste encore entre les deux camps, parce qu'ils ont joué exactement le même nombre de cartes ou ils n'ont pas joué de cartes du tout, c'est Abraham Lincoln qui l'emporte. L'histoire apparemment lui a donné raison, hein, on voit ce que ça a donné. C'est lui qui a remporté la guerre de sécession, donc on ne peut pas refaire l'histoire en cas d'égalité 2 fois d'affilée, que ce soit au point et avec le nombre de cartes jouées, c'est Lincoln qui l'emportera quoi qu'il arrive.